Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Présentation de la politique générale du gouvernement devant les députés ce mercredi. Cette fois, la Constitution donne la latitude de débattre et de voter pour ou contre le discours du Premier ministre, ce qui fait de cette plénière une session pleine d'enjeux, explique le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Vous aurez les détails dans un court instant. Le budget exercice 2021 de la commune de Matoto s'élève à plus de 135 milliards de francs guinéens. Ce budget a été adopté après avoir été analysé par les conseillers communaux lors de la session budgétaire qui a eu lieu ce matin à la commune de Matoto. Une rencontre d'ailleurs présidée par le maire Mamadouba Tos Kamara. L'angle de ce soir à Farmoria, plus de 700 bois ont été arrachés aujourd'hui au sol suite aux travaux de dégagement de la nationale Koya Pamlap. Là-bas, les dégâts sont énormes. L'effort de plusieurs années serait sacrifié sans aucune mesure de dédommagement. Pourtant, le protocole d'accord liant la Guinée et la Banque africaine de développement prévoit l'indemnisation des victimes des travaux de réaménagement routier. C'est tout pour les titres de développement. C'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Comme je le disais dans les titres, présentation de la politique générale du gouvernement devant les députés ce mercredi. Cette fois, la Constitution donne la latitude de débattre et de voter pour ou contre le discours du Premier ministre, ce qui fait de cette plénière une session pleine d'enjeux, explique le secrétaire général de l'Assemblée nationale à la veille de ce vote. C'est un reportage de Mamoudou Bouleri Diallo et Aboubakar Din Kamara. Suivez. Depuis l'avènement de la démocratie en Guinée, jamais la présentation de la politique générale du gouvernement n'a fait l'objet de débats au Parlement. Les enjeux de ce débat, selon le secrétaire général de l'Assemblée nationale, sont importants car ils peuvent conduire à la saisine du président de la République. Le document devra être signé par au moins 10 députés. C'est en application de l'article 63 de la Constitution contesté par l'opposition le 22 mars 2020. À partir de ce moment, ce document est déposé et l'Assemblée va se prononcer sur la motion de censure, sur la censure du gouvernement, oui ou non. Donc cela va aussi déboucher sur un vote. Si le vote est affirmatif, et là la Constitution a sorti ce vote-là d'une majorité très consolidée parce que c'est quand même une mesure extrêmement grave, extrêmement importante que de faire démissionner tout le gouvernement parce que c'est ça la conséquence de l'adoption de la motion de censure. Si elle est votée, naturellement, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement rendent le tablier en démissionnant collectivement devant le président de la République qui, lui, va être mis dans la situation de désigner un nouveau Premier ministre à qui il va donner un mandat de nommer, de lui faire proposition d'un nouveau gouvernement. Mais l'obtention de cette motion de censure n'est pas chose aisée vu l'importance car elle requiert l'approbation des 3/4 des 114 députés. 3/4 de 114, c'est pratiquement dans l'ordre de 90 députés. Donc, c'est qui n'est pas facile à obtenir compte tenu de la gravité de la mesure. Alors, si ce quorum est atteint, naturellement, le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement vont être appelés à rédiger en bonne et due forme leur démission et à remettre au président de la République. Pas de panique, relativise le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Donc, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Mais la démission du Premier ministre et de son gouvernement ne met pas en péril la vie des institutions et la vie de la nation. Si le gouvernement démissionne, le président de la République dispose de 48 heures pour nommer un nouveau Premier ministre. Allons-nous assister à ces exceptions? La réponse c'est avec les députés ce mercredi lors du passage du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana au Parlement. Dans un contexte de crise sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le ministère de la Santé, a célébré la Journée mondiale de la santé, un monde plus juste à meilleure santé. C'est le thème retenu pour cette année. Ce mardi, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et le ministre de la Santé ont fait des déclarations relatives à la gestion des pathologies en vue d'assurer la sécurité sanitaire. Le compte rendu est donc signé Ali Badra Camara et Ibrahim Souma.
Chaque 7 avril, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la santé. Depuis 2020, elle est célébrée dans un contexte de crise sanitaire qui frappe durement le pays. D'après l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 100 000 personnes passent sous le seuil de pauvreté à cause de leurs dépenses de santé. Et chaque jour, 16 000 enfants de moins de 5 ans meurent et plus de 500 millions de personnes, soit 12% de la population mondiale, consacrent au moins 10% de leur budget aux dépenses de santé. Des chiffres qui mettent en évidence l'inégalité des hommes dans l'accès aux services de santé. La pandémie de maladie à coronavirus 19, Covid-19, a mis en évidence les inégalités qui existent entre les pays. Par exemple, sur 548 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 administrées dans le monde, seulement 11 millions de doses, soit 2%, ont été administrées sur le continent africain, qui abrite pourtant 17% de la population mondiale. Pour inverser cette tendance, l'OMS pense qu'il faut agir sur les déterminants socio-économiques de la santé en menant une action multisectorielle qui permettrait d'améliorer les conditions de vie des groupes marginalisés. Elle a par ailleurs exhorté les différents laboratoires à multiplier les efforts pour répondre aux besoins des populations. S'agissant en particulier des vaccins contre la Covid-19, l'OMS exhorte les laboratoires fabricants à accroître leur capacité de production pour pallier les pénuries actuelles. Une occasion pour le département en charge de la santé en Guinée de louer les efforts menés pour l'accès aux services de soins. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, le professeur Fakonde, déploie des efforts significatifs afin d'améliorer l'accès aux services de santé. En témoigne le nombre d'infrastructures sanitaires construites au cours de ces dernières années, la politique de gratuité des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. L'OMS invite les dirigeants à faire en sorte que chacun ait des conditions de vie et de travail propices à un bon état de santé, avant de les inviter à surveiller l'évolution de l'inégalité en matière de santé et faire en sorte que tous puissent bénéficier de services de santé de bonne qualité en besoin. Les vaccins contre le Covid-19 dont dispose la Guinée sont-ils efficaces? En tout cas, le représentant du chef de l'État n'a aucun doute. Vacciné pour la première dose, il dit avoir ressenti aucun effet secondaire. D'ailleurs, il a renouvelé sa confiance en prenant ce mardi au siège de l'Agence nationale de sécurité sanitaire la deuxième dose du vaccin russe Sputnik V. Mamadou Salouba, Siaïvon Yombuno et Ibrahim Souri Souma pour plus de détails. Persuader et donner l'exemple. Voilà les motifs du haut représentant du chef de l'État qui est venu ce matin prendre le vaccin russe Sputnik V contre le Covid-19. Il faut que nous qui sommes les aînés des Guinéens, nous donnions l'exemple, vraiment en se soumettant au vaccin, afin que les plus jeunes puissent comprendre la nécessité de se faire vacciner pour se protéger soi-même et protéger les autres. Claude Korikondiano avait déjà pris le vaccin contre le Covid. Il prend la deuxième dose après 4 semaines et rassure n'avoir ressenti jusque-là aucun effet secondaire. Ce vaccin que nous avons, le vaccin russe, quand vous êtes vacciné, ça ne produit aucun effet secondaire. En tout cas, à mon niveau, je n'en ai pas eu. J'ai questionné ceux qui m'ont précédé. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas souffert d'effet secondaire. Par conséquent, c'est un excellent vaccin. C'est un excellent vaccin que j'invite tout le monde à venir prendre. Bon, il y a le vaccin chinois qui est aussi très performant. Le haut représentant du chef de l'État laisse désormais le soin au vaccin de le protéger contre le Covid-19 qui a déjà fait plus de 100 morts dans le pays. Plus de 20 000 dossiers de candidature aux différents examens nationaux viennent d'être recalés par le département de l'éducation nationale selon le MENA. Ces dossiers ont été rejetés pour non-conformité et renvoyés dans les écoles d'origine
pour régularisation et réexamen. Comment les écoles concernées réagissent-elles à ces rejets et quel sera le sort réservé à ces candidats récalés qui continuent de suivre les cours dans ces écoles? Élément de réponse avec André Moussi-Limono et Aboubakar Bangoura. C'est un exercice auquel se livre chaque année le ministère de l'Éducation nationale. Cela permet surtout de lutter contre les fausses attestations et le trafic de PV. Le proviseur du lycée Lamam Plus salue la démarche du MENA. Il estime que la faute incombe en grande partie aux écoles d'origine de ces candidats rejetés. L'enfant n'a pas le BEPC. Les parents, au lieu de laisser l'enfant là en 10e année, on prend l'enfant, on l'installe en 11e année. Et il reprend le brevet. S'il a le brevet maintenant, au moment que ses amis sont en 12e année, lui là en terminale. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas eu le BEPC avec la complicité de certains de nos homologues qui cherchent des fausses situations, des faux PV et remettent aux enfants. Un délai de 4 mois a été donné aux établissements d'origine pour revoir la situation des candidats rejetés afin de les régulariser. Certains verront leur situation réglée, tandis que d'autres n'auront pas de porte de sortie, même s'ils ont suivi tous les programmes dans les différentes classes. Nous avons eu un cas ici en 10e année. Voilà, le nom de l'élève c'est Yuri, Y-U-R-U, mais ils ont mis Ouri, O-U, n'est-ce pas, O-U-R-Y. Donc quand les parents ont signalé, on a remonté la situation à la DPE et ça a été vite corrigé. Mais les sessions rapprochées et les faux diplômes, là, ces candidats-là n'auront les yeux que pour pleurer. Ces acteurs de l'éducation invitent les dirigeants des établissements d'enseignement scolaire à beaucoup plus de professionnalisme afin d'éviter ces situations à l'avenir. Il faut que nous ayons le courage de dire la vérité à nos fondateurs, d'être sincères avec nous-mêmes en refusant d'installer les enfants dans les classes en 11e année ou en 7e année, sachant consciencieusement que ces enfants-là ne sont pas admis. Ou bien vraiment d'éviter toute pratique qui peut salir l'image de l'école guinéenne. Parmi les 20 000 candidatures rejetées, la préfecture de Koya reste la moins touchée. Les écoles de la localité estiment que la DPE a su faire le travail du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à l'interne avant le dépôt des candidats. Le budget exercice 2021 de la commune de Matoto s'élève à 134 731 858 800 francs guinéens. Ce budget a été adopté après avoir été analysé par les conseillers communaux lors de la session budgétaire qui a eu lieu ce matin. C'était à la commune de Matoto, une rencontre présidée par le maire Mamadou Batos Camara. Pour la mobilisation de ce montant, les conseillers se sont engagés à accompagner le maire afin de réaliser les projets de développement et de coopération en faveur de la population de Matoto. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara pour le compte-rendu. Cette session budgétaire a enregistré la participation des 45 conseillers communaux. Il s'équilibre en dépenses et recettes à 134 milliards de francs guinéens. Celui du fonctionnement à 15 milliards. Les conseillers l'ont donc analysé, critiqué avant de l'adopter sous réserve d'amendement. Je pense que ce budget est réalisable dans la mesure où nous qui sommes à l'interne, on va se battre d'abord. Nous avons fait pas mal de réalisations avec nos fonds propres. Donc on ne peut pas attendre l'État et ne pas réaliser. Mais je pense qu'à travers le concours et l'expérience des conseillers communaux, on est en train aussi de mettre une plateforme afin que nos ressources soient suffisamment mobilisées et toutes nos compétences qui nous sont dévolues qu'on nous restitue et qu'on fasse la mobilisation pour l'intérêt des citoyens. La modernisation des marchés, l'aménagement des emprises pour les parkings payants ou encore la construction des toilettes publiques sont des actions prioritaires de la commune. Les secteurs prioritaires, c'est la santé, l'éducation et les parcs d'attractions pour les tout-petits, la jeunesse et aussi nos femmes pour leur autonomisation. Ce montant, les conseillers s'engagent à le mobiliser pour le développement de la commune. C'est un chiffre très ambitieux parce que disons que le contexte n'a pas trop changé, la pandémie est toujours là et je pense que si les commissions travaillent de façon concrète et réelle, donc si tout le conseil communal se donne la main, c'est possible de vraiment trouver ce chiffre de 15 milliards.
Cette session budgétaire s'est déroulée dans un climat de convivialité avec la présence de tous les conseillers de tous les bords politiques. À Dubrika, les riverains et chauffeurs du pont Sumba souffrent. Ils dénoncent les embouteillages qui se forment aux environs dus à la dégradation poussée de la route. Ces voyageurs de la nationale numéro 3 demandent au ministre des Travaux publics d'agir au plus vite. Marissa Camara, Saïfouli Foussissé était de la partie. Un véritable embouteillage dont les causes sont connues depuis 4 jours. Les véhicules sont bloqués autour de ce pont. Ce n'est d'ailleurs pas une première. À la dégradation de la voie s'ajoute le comportement des usagers. Ce sont nous les chauffeurs qui créons les embouteillages sur les routes. Le fait de laisser ta ligne pour occuper celle de l'autre vous bloque tous les deux. Les agents de la routière sont aussi accusés d'exploiter cette situation à leur faveur. Les policiers aussi nous fatiguent beaucoup. Ils nous exigent de passer le test et même si nous le faisons, ils nous demandent de payer une somme de 50 000. L'état de dégradation de la route est à l'origine de ces bouchons qui ne sont pas sur le point de prendre fin. Nous souffrons beaucoup à cause de ces embouteillages. Depuis 4 heures du matin, nous sommes là et jusqu'à présent, rien ne bouge. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir des routes pour nous permettre de bien circuler. Cette situation ne fait que s'accroître du jour au jour. C'est pourquoi notre interlocuteur lance un appel à l'État. Mais la route là, c'est pas bon. Il faut nous aider un peu. Sinon, c'est pas bon. Regardez les embouteillages. Il y a trop d'embouteillages. Il n'y a pas de route. En attendant, les usagers de cette route devront prendre leur mal en patience. Cette fois-ci, en Moyenne-Guinée, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est rendu à l'Abbé ce mardi pour assister aux obsèques du père de l'honorable Cellou Baldé, détenu à la maison centrale de Conakry. Après avoir rappelé les liens avec le défunt, Cellou Dalein Diallo a réagi à l'absence de Cellou Baldé à l'inhumation de son père. Il a été interrogé par notre correspondant régional, Alpha Ousmane Ba. Suivez. El Hadj Boubacar était fonctionnaire à Dalein lorsque j'étais jeune collégien, lycéen à l'Abbé. Donc je le connais de longue date. Et son fils est bien entendu un des piliers de notre parti, l'UFDG. Il est très actif dans la communication politique, dans l'action politique. Il est un symbole de notre parti. Il a été arbitrairement arrêté et séquestré. Et il n'a pas pu donc venir prendre part aux obsèques de son père. Je suis là pour prendre justement, au nom de l'UFDG, au nom de ma famille, à mon nom personnel, c'était acquis. J'ai suivi un communiqué du ministre de la Justice disant que le ministère de la Justice prendra toutes les dispositions pour que Cellou puisse être présent aux obsèques de son père. Tard dans la nuit, on a appris que la décision est annulée. Je ne suis pas au courant des détails. Ça ne me surprend pas de la part de ce pouvoir qui vous savez, manque complètement de vision et d'humanisme. Sinon, je ne vois pas pour quelle raison on n'aurait pas pu autoriser Cellou Baldé à venir à l'Abbé assister à l'inhumation de son père. Mais avant Cellou, il y a El Hadj Abdoulaye, l'imam de Wanidara, qui a perdu son père. Évidemment, les mêmes démarches ont été menées, elles ont été infructueuses. Parce qu'Alpha Condé, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui rédige les chefs d'accusation, c'est lui qui décide de tout et il a décidé de ne pas accorder, de ne pas dire à sa justice, de permettre à ces détenus de sortir pour assister à l'inhumation de leur père. Religion à présent dans ce journal, les fidèles musulmans du Fouta ont convergé vers le village de Gourbali pour inaugurer la mosquée du village. C'est dans la commune urbaine de Tougué, centre. La cérémonie a été l'occasion pour les fils et filles de Gourbali de se retrouver autour de cet idéal commun qui devient une réalité. Autorités religieuses de Tougué et amis de Gourbali ont marqué de leur présence l'inauguration de la mosquée Alpha Ousmane Ba. Pour plus de détails.
C'est une mosquée vieille de près d'un siècle et homologuée pour les prières de vendredi depuis 62 ans qui vient d'être rénovée avec un plan moderne. Elle est bâtie sur un espace de 200 mètres carrés avec une capacité de 150 fidèles. Un grand jour pour les communautés de Gourbali, un secteur qui relève de la commune urbaine de Tougué. Depuis que nous avons commencé à faire les prières de vendredi dans cette mosquée, il y a 62 ans. Avant, c'était une mosquée Al-Madjaja, juste pour les prières ordinaires. Nous remercions nos fils et nos ressortissants qui se sont investis à fond pour donner l'image que vous voyez aujourd'hui sur cette mosquée. Nous prions pour leur prospérité. La rénovation de cette maison de Dieu, chargée d'histoire, avait été entamée par les fils ressortissants et résidents, quand l'association Jamiatul Ansar s'est engagée à faire entièrement les travaux. Les fils de Gourbali voient en fait l'aboutissement d'un long périple. Depuis 2006, nous sommes dans les démarches pour rénover cette mosquée. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré une association, Jamiatul Ansar, qui a pris en charge la rénovation. Aujourd'hui, c'est un acquis qui nous réconforte. Je demande à toute la communauté d'entretenir la mosquée et y faire tous les devoirs religieux. Si vous entendez un être humain d'abord, c'est sa foi. De la joie, mais aussi de l'émotion pour des personnes âgées du village qui rendent hommage à leurs dévanciers qui ont fondé la mosquée. Ça me rappelle le jour de la fondation de cette mosquée. C'était au vivant de Tcherno Ibrahima, Tcherno Boy et Tcherno Yero. Et Dieu m'a donné la chance de vivre aussi cette rénovation. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. C'est le moment et le lieu de remercier Dieu et toutes ses populations, de la fondation jusqu'à maintenant. Ce n'est que de la joie pour nous. Nous rendons hommage à nos dévanciers. La cérémonie a mobilisé des milliers de fidèles venus de partout pour la circonstance, sous la conduite des autorités religieuses de Tougué, dans une ambiance qui vaut son pesant d'or, avec le concours des joueurs de tabala. De retour à Conakry, un satisfecit décerné au président de la Haute Autorité de la Communication lui a été remis par les médias à Guinée à travers Ma Communication en guise de remerciement pour le soutien qu'il a apporté lors de la cérémonie de récompense de mérite des hommes de médias. La cérémonie de remise, il faut le rappeler, s'est déroulée dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication. Compte rendu, Diena Bemba Koulibaly et Lamine Silla. C'est un acte de reconnaissance envers la Haute Autorité de la Communication que vient de faire la structure événementielle MACOM. Après sa première édition de récompense dénommée Media Awards Guinée, les organisateurs et les lauréats ont tenu à rencontrer le président de cette institution pour faire un compte-rendu de l'organisation. À cette occasion, les responsables ont décerné un satisfecit de remerciement à Boubacar Yassine Diallo. Depuis le départ, quand on vous a rencontré, vous nous avez signifié votre engagement à nous accompagner. Et cela nous a beaucoup marqué. Et lorsque nous finissons un tel événement, il est notre devoir de revenir vers vous pour vous faire le bilan et vous dire merci pour tout. Merci pour l'accompagnement. Et nous souhaitons que cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de nous soit continuel afin que ce que nous ambitionnons pour l'encouragement des médias, du travail journalistique, soit continuel afin que cet événement soit celui des médias chaque année. Le président de la Haute Autorité de la Communication s'est dit heureux d'avoir apporté sa partition à cet événement. Pour lui, c'est un bon départ pour le développement de la presse en Guinée. Il a tout de même invité les journalistes à travailler avec rigueur et professionnalisme. Le journaliste, c'est celui qui est modeste, mais qui est intraitable lorsqu'il s'agit des faits et qui n'a de censeur que sa conscience. Uniquement sa conscience. Lorsque ce journaliste s'évertue à n'écouter que sa conscience et aussi à faire avec les principes déontologiques qui sont élémentaires et qui sont communs à cette profession-là, je pense qu'il peut se taper la poitrine pour dire qu'il a été ou qu'il est un journaliste. Dans la foulée, celui qui a été distingué meilleur homme de médias de l'année 2020 s'est exprimé. Lamine Guirassi a dit être fier de la presse guinéenne dans son ensemble. Oui, forcément, c'est
Recevoir les prix, c'est toujours une pression de plus. Moi, c'est comme ça, je l'estime. Avant, à l'entame même, j'avais dit que c'est d'abord la victoire de la presse guinéenne. C'est mon avis personnel. Ça nous prouve encore une fois de plus que ce que nous faisons, ça intéresse le public, parce que quand on se réfère en tout cas en ce qui concerne la différence entre les autres prix, c'est que le public a pris part. Et pour nous, c'est un signal fort qu'on nous envoie à dire de continuer le combat, de continuer toujours à donner le maximum de nous-mêmes, c'est comme ça que je le dis. Et pour rien au monde n'est pas décevoir, je veux dire, ces auditeurs, ces téléspectateurs qui nous font confiance depuis plus de 10 ans en Guinée. Déjà, Macom se projette pour la 2e édition. Antoine Kourouma, le commissaire général de l'événement, dit également être ouvert pour toute suggestion menant dans le sens de l'amélioration du contenu des médias à Ors-Guinée. Une initiative très noble. Alors que le KPC a décidé de retirer sa candidature, Antonio Souaré ne sera pas pour autant le seul candidat à la présidence de la FEGIFOOT. Aboubakar Touré, secrétaire général de l'association sportive de Kalouma-Eska à l'après-G, est candidat pour le poste de président de la Fédération guinéenne de football. Il a déposé ce mardi ses dossiers de candidature. Le candidat choisi, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Salifou Kamara Super V, comme directeur de campagne. Il est au téléphone de Mamadou Boiba. Je vous confirme effectivement que à 14h12, mon dossier de candidature à la présidence de la FEGIFOOT a été déposé au niveau du secrétariat central de la FEGIFOOT. Ce qui me motive, l'AS Kaloum fait partie de l'histoire du football guinéen en tant que secrétaire général depuis 10 ans. Et je me suis dit, avec toutes ces expériences emmagasinées, que je puisse aujourd'hui briguer à la présidence de la FEGIFOOT. Surtout que je suis administrateur civil, je sais comment gérer une entité. Tout cela me motive aujourd'hui à présenter ma candidature au niveau de la présidence de la FEGIFOOT. Mais vous n'êtes pas sans savoir que Super V fut président de la FEGIFOOT. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine, et sans compter toutes ces relations qu'il a aujourd'hui au niveau des instances de football, que ce soit au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. Et je pense que Super V sera un grand apport. L'angle de cette édition d'information à Farmoria, plus de 700 bois ont été arrachés ou joncés au sol suite aux travaux de dégagement de la nationale Koya, Pamlap. Là-bas, les dégâts sont énormes. Et oui, l'effort de plusieurs années serait sacrifié sans aucune mesure de dédommagement. Pourtant, le protocole d'accord liant la Guinée à la Banque africaine de développement prévoit l'indemnisation des victimes des travaux de réaménagement routier. C'est un élément avec Ali Badara Kamara et Kerno Sadouba qui ont d'ailleurs fait le déplacement dans la localité pour toucher du doigt les dégâts provoqués par les machines. Suivez. Voici la nationale Koya Pamelapo en chantier depuis plusieurs mois. Ici, la poussière, c'est la première souffrance des habitants suite aux travaux de dégagement de la route qui ont durement impacté le secteur agricole à Farmoria, une sous-préfecture de Forêt-Caria. Sur ces tronçons, plus de 700 plantes ont été déterrées. Des gros montants auraient été distribués pour dédommager les planteurs en vain. Ce couple paysan pratique la terre depuis près de 30 ans. Dans sa plantation, 140 manguiers, 16 orangers et autres arbres fruitiers et thérapeutiques ont été déterrés. Ici, le passage des machines a causé d'immenses pertes, freinant ainsi l'élan d'une récolte fructueuse. Mes plantes sont détruites. Les Chinois sont passés ici. Ils ont recensé plusieurs arbres fruitiers. Environ 140 plantes ont été répertoriées. Mais jusque-là, rien n'est fait. Situé à Dara, ce domaine agricole a été coupé en deux. Un premier projet de la route qui relie le port minéralier de Konta à la carrière des minerais de fer de Yomboyeli
Puis ce deuxième vient empirer les dégâts. 65 palmiers, 6 arbres de type Mélina et 5 manguiers ne peuvent plus être comptés lors des récoltes. Donc ce que je ne comprends pas, nous qui avions été touchés, dans ce domaine il y a eu 65 palmiers qui ont été abattus, des manguiers, des arbres de tout genre. On a fait la réclamation, les documents sont là, le président du district a son document signé et cacheté parce qu'il était présent le jour que les machines sont passées. Ma réclamation a été enregistrée au niveau de la sous-préfecture, dans le registre des réclamations. Je suis à la 3e ou 4e position, tout est recensé dedans. Donc je ne comprends rien. Si j'ai décidé de rendre cette affaire publique, c'est parce que je veux donner une chance à l'administration de régler cette affaire à l'amiable. Sinon, autrement, je vais vers la justice, j'intente une action contre le ministère des Travaux publics afin que je sois dédommagé. À Rouregbe, certaines familles se seraient opposées au passage des machines dans leurs plantations. Après le recensement dans la plantation de la famille Sankon, 450 arbres doivent être arrachés. Les familles ne demandent qu'une seule chose, les dédommager avant l'extension de la route. Ils nous ont dit que nos dossiers sont validés par la BAD. Nous, on voit le détournement des fonds qui nous sont dédiés pour le dédommagement. S'ils ont détourné l'argent, nous aussi nous sommes là. Aucune machine ne traversera nos plantations tant que nous ne sommes pas dédommagés. À Kotohamidouya, Sanditech, 15 manguiers, 6 palmiers, 4 mélinas et 3 orangers ne font pas exception. Cette famille avait reçu le chargé de l'environnement des eaux et forêts au mois de février 2020. Ce dernier lui a promis de les dédommager. Un an après leur réclamation, les victimes attendent toujours d'être indemnisées. Depuis 2 mois ici, il y a un certain Oscar qui est venu me trouver. Il m'a dit donc votre lien là est devenu urgence, il faut qu'on le récupère. Donc il y a une pression. Donc il m'a dit de convaincre les autres pour qu'on laisse les machines dégazer. J'ai dit ça c'est pas à moi de décider ça. Et puis il m'a dit encore, le même Oscar m'a dit que nos dossiers ont été validés par la BAD. Parce que vous savez, c'est la BAD qui finance la route. Donc la BAD a validé nos dossiers. J'ai dit, Dieu merci, si la BAD a validé notre dossier, il faut faire la pression au niveau du ministère. Il me dit que c'est le changement de ministre là qui fait l'état pour décaisser l'argent. J'ai dit, Dieu merci, il faut aller décaisser l'argent, vous nous donnez. Même la nuit, si vous venez, vous pouvez rentrer. Mais sans ça, jamais. Depuis le démarrage des travaux d'extension de la route, aucun planteur n'a été indemnisé selon le chef de district de Dara. Le ministère des Travaux publics, au mois de juillet, avait dépêché une équipe qui est venue ici avec moi, composée de M. Oscar, qui est environnementaliste, et de M. Condé, qui est leur représentant à Forécaria, auprès de la société CGC. On est venu, on a fait l'inventaire avec le sous-préfet, ils ont monté le dossier et ils sont partis. Ça, c'était au mois de juillet 2020. Et depuis ce jour, il n'y a pas d'avancement. Sur la question, le sous-préfet et le maire de Farmoria n'ont pas voulu se prononcer. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. À la technique, il y avait Lamine Sidibé. On n'oublie pas également Cheikh Oumar Kaba, qui était également à la régie, à la réalisation, Alceni Bari. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. Au revoir.